Le sujet vous fait réagir depuis le début de la semaine, la présence de Yacine Bellatar pendant la visite d'État d'Emmanuel Macron au Maroc. On rappelle que Yacine Bellatar a été condamné à 4 mois de prison avec sursis pour menace de mort, qu'il ne disait pas Charlie ni Nice après les attentats. On rappelle qu'il ne figurait pas dans la première liste de la délégation fournie par l'Élysée. Le palais aurait sans doute voulu que ça passe inaperçu. Ça n'a pas échappé à Jacques Serret d'Europe 1 et Thomas Bonnet de CNews qui ont révélé l'information. Mais pour Emmanuel Macron, aucune polémique. Je ne m'intéresse pas aux anecdotes. Il a tort. C'est pas une anecdote d'avoir dans sa délégation officielle un repris de justice. Et M. Bellatar est un repris de justice. J'ajoute que si ça n'avait pas d'importance, ce serait très facile à justifier. Or, le président de la République a botté en touche. Si c'était facile de justifier, comme toute présence, d'ailleurs, il dirait, ben voilà, c'est un grand Français qui a beaucoup de succès, qui a une double culture, qui est né au Maroc, et c'est pourquoi j'ai voulu, comme un symbole, qu'il vienne avec moi. À partir du moment où il ne peut pas dire ces mots-là, parce que, évidemment, ce serait une erreur, il dit c'est anecdotique. C'est bien facile de dire ça. Non, lorsqu'on est président de la République, le détail n'existe pas. Mais j'ai envie de vous dire, c'est une phrase que je dis souvent, le détail n'existe pas, ni dans nos vies personnelles, ni dans nos vies professionnelles. Croyez-moi, ce qu'on appelle souvent détail n'en est pas. Le détail n'existe pas. L'anecdote n'existe pas. Écoutez Emmanuel Macron, sa réponse hier. Je ne ferai aucune remarque sur des choses qui n'ont aucun intérêt et qui sont très anecdotiques quand on regarde. Je suis fasciné. Vous avez un pays et des compatriotes qui disent c'est historique, on ouvre un chantier nouveau. Et donc je ne m'intéresse pas aux anecdotes. Ben, il a tort, je le répète, et il s'intéresse pas aux anecdotes, ce qui montre d'ailleurs qu'il est complètement déconnecté, mais c'est pas une nouveauté de la réalité de ce pays, parce que d'abord, il y a beaucoup de ces ministres qui disent off qu'ils sont choqués, beaucoup d'hommes et de femmes politiques de son propre camp disent qu'ils sont choqués, c'est le cas par exemple d'Aurore Berger, que vous allez écouter à l'instant. Elle est députée, je le rappelle, Ensemble pour la République, donc elle est c'est une femme politique qui est dans le camp d'Emmanuel Macron. Elle était ce matin l'invitée de Sonia Mabrouk sur CNews et sur Europe 1. J'avoue que je ne sais pas quelle est la raison de sa présence. Je crois qu'il y a... vous choque ? En tout cas, ce qui est anecdotique, c'est ce personnage. Ce qui est anecdotique, c'est ce personnage. C'est un sinistre personnage. Il y avait dans cette délégation des personnalités qui font honneur à la France, qui font honneur aux relations entre la France et le Maroc. Je pense à Leïla Slimani qui était présente. J'estime que cette personne ne devrait avoir aucune influence dans la vie politique française et dans notre République, parce qu'encore une fois, vous avez rappelé malheureusement ces faits d'armes. J'espère qu'on ne va pas retenir que cela. Mais si, c'est bien le problème du symbole, c'est-à-dire que dans l'opinion publique, je ne dis pas autrement, dans l'opinion publique, d'abord ce voyage est raté, de ce fait, on ne retiendra qu'une chose, la présence d'un repris de justice aux côtés du président de la République dans un voyage officiel au Maroc pendant 3 jours. Alors nous sommes avec Jean-Pierre qui habite l'Île-de-France. Bonjour Jean-Pierre, et vous vouliez réagir sur ce sujet? Oui, bonjour mon Pascal. Tout d'abord, bonjour à vous et bonjour à toute l'équipe. Et mes condoléances Pascal. Et je tenais à vous dire un grand merci parce que vous êtes de retour et votre voix nous manquait déjà sur Europe 1. Vous êtes gentil, cher Jean-Pierre, mais c'est l'occasion de saluer de nouveau Olivier de Lagarde. Et vraiment, je l'ai dit à Olivier, il est absolument formidable. D'ailleurs, il a aimé faire cette émission et il a bien raison parce que c'est une émission agréable à faire avec vous, les auditeurs. Et puis, c'est vrai qu'il est arrivé avec une équipe, je l'avais prévenu, que cette équipe était remarquable à un élément près et que c'était assez c'était souriant et convivial, hein, monsieur Guenec? Oui, Omar vient d'arriver, c'est pas obligé de le tacler comme ça. Bon, Jean-Pierre, vous voulez réagir sur Yacine Bellatar? Alors, vous formez déjà une bonne équipe et heureusement qu'il y a des journalistes à CNews et à Europe 1 qui ont bien fait leur boulot et ça, ils aiment pas. Ces gens-là n'aiment pas. Ben c'est sûr, vous avez parfaitement raison. C'est-à-dire que c'était pas dans la. En plus, il y a une volonté de pas le dire. Donc il y a, comme toujours, il y a tout dans cette séquence. Mais oui, Monsieur Macron nous a caché beaucoup de choses depuis qu'il est président. Et il continue. Sauf qu'il y a des journalistes, je ne sais pas comment, mais ils arrivent à fouiner quand même. Et ça leur plaît pas. Ça leur plaît pas Europe 1 et ça leur plaît pas CNews. Parce que vous ne pouvez pas leur plaire à ces gens-là. Parce que vous sortez des choses vraies. Et c'est pour ça qu'on vous aime.
Non, mais vous, comment vous interprétez? Moi, je n'ai pas la clé de lecture, je vous le dis, parce que je vois même pas l'intérêt d'Emmanuel Macron de faire venir M. Bellatar au Maroc. Je ne comprends, très souvent je dis cette phrase, je ne comprends rien à ce président. Donc comme ça, et comme je ne l'ai jamais interrogé, parce qu'il ne vient pas sur Europe 1, il ne vient pas sur CNews, il terminera son mandat sans qu'on sache les raisons de ses choix. Alors moi, Pascal, j'ai l'impression que ce monsieur Bellatar, il a l'air de dire qu'il a été vraiment tenu au courant au dernier moment. C'est peut-être que pour cela qu'il a préparé son sac de sport et qu'il a mis son jogging et ses baskets. On dirait qu'il a été tiré au sort. Par contre, moi, ce qui me gêne, Pascal, c'est que nous avons une France financièrement qui est très mauvaise. On nous annonce des augmentations d'impôts de partout. On nous dit de faire des efforts. Et moi, retraité, on nous dit, je ne suis pas le seul, nous les retraités, on nous dit qu'on va geler les retraites jusqu'au mois de juillet. Et ce monsieur Bellatar se permet, avec monsieur Macron, en fin de compte, il est invité par nos impôts. Et c'est ça me dégoûte qu'il y ait des gens qui profitent de ce système-là, et on a l'impression que nous, on doit faire des efforts, et que ces politiques, eux, ils s'en fichent totalement, quoi. Écoutez, je ne sais pas si cette analyse est partagée par le plus grand nombre, mais en tout cas, c'est la vôtre. Et c'est ça qui est important sur cette antenne, de pouvoir exprimer son opinion. Vous êtes un militant, non, vous êtes un électeur d'Emmanuel Macron ? Ah, pas du tout. Par exemple, dès 2017, vous n'avez jamais voté pour lui, vous n'avez jamais cru en ce jeune président qui incarnait une possibilité de renouvellement ? Pas du tout, Pascal. Alors, je sais que ça fait pas tellement plaisir, et peut-être que ça va encore donner une image, que ceux qui écoutent Europe 1 et ceux qui regardent CNews, et ceux qui écoutent Cyril Hanouna, on va encore nous cataloguer de dire « vous êtes de l'extrême droite ». Alors, Pascal, je le dis haut et fort, et je n'ai pas le choléra, j'ai toujours voté le Front National. Tout simplement parce que c'est le seul parti que jusqu'à présent, j'ai mes 67 ans, jusqu'à présent, nous n'avons pas vu le Front National au pouvoir, et je veux leur donner cette chance pour pouvoir dire, vous êtes comme tous les autres, à partir d'aujourd'hui, je déchire ma carte de vote et je ne voterai plus. Mais pour l'instant, Jean-Pierre, vous êtes en retraite à 67 ans ? Oui. Et vous étiez dans quelle activité ? On s'est déjà eu au téléphone, Pascal. J'étais un fabricant de rôtissoirs pour les chefs étoilés. Bien sûr, je me souviens, mais il se trouve que les auditeurs ne sont pas tout le temps à l'antenne. Ils ne sont pas tout le temps à l'antenne, mais surtout, ils ne sont pas tout le temps à l'écoute. Donc, je me permets de vous reposer la question. Et là, vous sortez d'une période de vacances avec des petits-enfants, peut-être, ou il n'y avait pas de petits-enfants ? Non, pas du tout, Pascal. Vous échappez au chicouf, alors. D'ailleurs, entre guillemets, Pascal, je vous ai promis, et vous m'aviez dit oui, je suis prêt à vous faire un poulet sur ma rôtissoire qui va vous rappeler le poulet de votre mère. Oui. Exactement, et moi j'adore, mais je vais vous dire, j'adore le poulet, et je trouve que le poulet dans les restaurants est toujours trop sec. C'est vrai. Nous sommes d'accord. Oui. Et en fait, ma mère m'a dit qu'il faut beaucoup l'arroser, le poulet. Et je vous ferai une purée maison. Avec un petit puits. Et vous pourriez pas venir, parce que si Lagardère ne vient pas à vous, si j'ose dire, dans cette maison, si Lagardère ne vient pas à vous, c'est moi qui vais venir à Lagardère. Bon. Pascal, venez avec tout ce qu'il faut, Jean-Pierre. Mais vous viendriez nous faire un petit poulet. J'ai travaillé pendant 46 ans et demi. J'ai adoré mon métier. Et vous voulez plus malheureusement, il m'est arrivé. Je dirais, j'étais totalement à l'arrêt puisque ma clientèle, c'était les restaurants dont il y a eu le Covid. Oui. J'étais totalement à l'arrêt. J'ai travaillé pendant 46 ans et demi. Et malheureusement, il m'est arrivé ce qui pouvait m'arriver de plus pire dans la vie, qui peut nous arriver d'ailleurs à nous tous. J'ai perdu mon épouse d'un cancer. Et là, j'ai dit stop, Jean-Pierre, profite de la vie. Et j'ai arrêté mon activité. Elle est décédée quand, votre épouse ? Elle est décédée le 1er juin, il y a 4 ans passés maintenant. Et elle est toujours présente, j'imagine, dans votre cœur. Non seulement elle est toujours présente, Pascal, mais c'est une histoire qui est simple à raconter en 30 secondes. Nous étions voisins, nous allions à l'école ensemble. À l'époque, les garçons et les filles, elles étaient séparés. Ça n'a pas empêché de nous fréquenter à partir de l'âge de 14 ans.
Et ça a été mon premier grand amour, Pascal, et c'est la mort qui me l'a enlevé. Vous êtes resté combien de temps avec elle ? Je suis resté, écoutez, c'est simple, Pascal, j'ai une fille, j'ai 67 ans, j'ai une fille de 49 ans, j'ai un fils de 44 ans. Je me suis mis avec mon épouse, elle a commencé à l'âge de 16 ans, moi 16 ans et demi à travailler, et on s'est mis ensemble à partir de, moi j'avais 17 ans et demi, et mon épouse avait un an de plus que moi. Alors vous êtes jeune, 67 ans aujourd'hui, c'est jeune, et pardonnez-moi de vous poser une question aussi directe, vous ne pensez pas qu'il est possible de refaire sa vie ? Alors Pascal, en tout cas, je vais vous dire... continuer, c'est Montand qui disait ça. Montand il disait on ne refait pas sa vie, on la continue. Alors je continue à vivre, ou plus ou moins à survivre, dont j'ai 2 passions, dont j'ai toujours été sportif, dont je pratique le vélo, dont d'ailleurs cette année j'ai fait Paris-Nice. Ah oui. Et j'ai une passion sur les voitures anciennes, dont j'en possède 4, et puis entre ma fille qui est ma voisine, dont je m'occupe de mes petits-enfants. Vous avez combien de petits-enfants ? J'ai 3 petits-enfants, dont un qui est un petit peu plus éloigné, il est en Normandie. Et sinon, les autres, ils sont juste à côté de chez moi, puisque c'est ma fille et ma voisine. Voilà. Mais vous n'imaginez pas une aventure ? Alors, Pascal, je vais vous dire quelque chose. C'est des questions que je ne poserai même pas dans la vie. Je les pose à l'antenne et souvent, on est plus impudique à l'antenne qu'on ne l'est dans la vie. Parce que vous êtes jeune, vous avez 67 ans, vous allez vivre pendant 20 ans, sans doute, ou 25 Pascal, ans. J'ai 67 ans, je n'ai jamais fumé de ma vie, je ne suis pas buveur. On me dit que je fais pas mon âge, mais les douleurs sont quand même installées, dues au métier, dues à l'âge. Et je vais vous dire quelque chose, Pascal. Honnêtement, un jour, mon épouse, dans sa maladie, elle était allongée sur une chaise longue dans le jardin, et elle avait les yeux hagards, et elle regardait la maison. Et je lui ai dit, Josette, à quoi tu penses ? Et elle me dit, à rien. J'ai dit, c'est pas possible, le cerveau pense toujours à quelque chose. Et elle me dit, à une autre femme dans la maison. Et moi, je lui ai dit, il n'y aura pas d'autre femme à la maison. Alors, Pascal, pour répondre à votre question, je ne cherche rien. Parce qu'elle pense à vous quand elle dit ça. Et elle pense à vous quand elle dit ça. Elle dit, voilà, elle vous connaît, et elle a envie, évidemment, que vous puissiez, pourquoi pas, retrouver le fil de l'amour. Ouais, et je vous dis honnêtement, Pascal, je ne cherche rien, et il m'arrivera ce qu'il m'arrivera. Voilà. Écoutez, merci à 11h49. Merci beaucoup, vraiment, parce qu'on part évidemment d'un thème d'actu, puis on arrive sur des choses plus personnelles. Et pour tout vous dire, souvent, ces choses personnelles m'intéressent beaucoup d'entendre les uns et les autres, parce que nous avons tous la même histoire. En tout cas, il y a beaucoup de choses qui peuvent nous rassembler. Et lorsque les gens acceptent de parler d'eux-mêmes, de leurs souffrances, de leurs blessures, parce que souvent ils trichent. Vous savez, dans quel exercice ils trichent le plus, les gens, lorsque vous leur parlez d'eux? Dans ce fameux exercice du questionnaire de Proust. J'adore lire ça, le questionnaire de Proust. Quel est votre principal défaut? L'honnêteté. Vous voyez, bon, non, c'est pas un défaut, l'honnêteté. Je dis trop les choses. Bon, vous imaginez quelqu'un qui dirait mon principal défaut, je suis radin. Moi, j'aime pas payer un café. Bon, personne dit ça. Ou alors, je suis méchant. Bon, personne dit ça non plus. Ou je suis vaniteux. Bon, personne dit ça. Donc, on se donne toujours, évidemment, le meilleur rôle. Mais quand les gens, malgré cela, acceptent de parler de leur vérité intime, ce qui est très difficile, pourquoi parler à la télévision ou à la radio de sa vérité intime? Bon, c'est toujours intéressant. C'est toujours intéressant. On va marquer une pause. J'ai quand même une interrogation pour Fabrice Lafitte, parce que c'est vos 30 ans de métier et je vois que vous n'êtes pas aux commandes aujourd'hui. Et je pensais que c'était vous qui réalisiez. Si, je supervise un jeune qui s'appelle Hugo, qui débute dans le métier. Mais il prend votre place, Hugo? Les 30 ans, c'est fini, en fait. C'est en tout cas, il est bien meilleur. Oh non. Bonjour, Hugo. Bonjour, Pascal. Bonjour, Pascal. Bonjour, Hugo. Quel âge vous avez? J'ai 22 ans. Et alors, vous êtes en stage? En alternance. Et alors, vous faites une école? Exactement, c'est ça, ouais. Une école d'audiovisuel. Oui. Pas de pâtisserie. Je préfère. Quoique. S'il avait suivi le parcours de Fabrice. Bon. Et là, vous serez réalisateur, donc vous êtes en alternance. Vous êtes combien de temps dans la Maison Europe 1? Jusqu'au 31 décembre. D'accord. Et vous avez passé le bac, et puis après, vous avez fait combien d'années d'études? J'en suis à 3 actuellement. Et donc, qu'est-ce qu'on apprend dans une école d'audiovisuel? Tout ce qui touche au son, le réglage du son. Tout ce qui est audio et visuel. Exactement, voilà. Bien joué. Mais sur la partie technique, pas la partie éditoriale. C'est ça. Mais j'ai surtout appris ici.
En tout cas, vous pourriez. J'ai notamment appris avec Géraldine aussi. Eh oui. Ah bon? Mais avec Géraldine, il y a beaucoup d'hommes qui ont appris. Oh non. Retirez. Je retire. Il est 11h05. C'est pas bien ça. Avec Pascal Pro sur Europe 1.